Hello tout le monde, bienvenue dans la dernière partie du chapitre 1 de macroéconomie. Donc, le chapitre 1, c'est le modèle keynésien et la politique gouvernementale. Premièrement, quelles sont les fonctions de l'État? Donc, l'État permet d'allouer les ressources. Donc, c'est elle qui va produire tout ce qui est ressources publiques, donc le nettoyage des rues, la lumière publique, le transport en commun, etc. Elle permet aussi la redistribution donc des revenus, pour éviter qu'il y ait un écart trop important entre les revenus les plus élevés et les revenus les moins élevés, afin que tout le monde ait accès à un certain niveau de vie, à un certain confort de vie. Et enfin, elle permet aussi la stabilisation de l'économie pour éviter qu'il y ait des pics de croissance, mais aussi des pics de récession. Donc, détermination du revenu d'équilibre. Donc pour Keynes, en fait, il est forcément nécessaire qu'il y ait un acteur qui est externe au marché qui intervienne afin de créer une demande supplémentaire et donc atteindre un nouvel équilibre de plein emploi entre l'offre et la demande. Donc on a YO qui est égal à YD. Donc cette fois-ci on a Y qui est égal à C plus I, mais on rajoute G des dépenses publiques. Ce qui nous donne Y est égal à petit c de Y plus C0 plus I0 plus G0. Donc, si on retranscrit tout ça dans un schéma, cela nous donne, déjà on a une bisectrice ici, où l'offre est égale à la demande. Donc tous les points sont des revenus d'équilibre. Ok? Donc, premièrement, quand on n'a que de la consommation, on a un premier revenu global d'équilibre, YE, mais qui n'est pas le revenu d'équilibre de plein emploi. Donc il y a du sous-emploi. Ensuite, on ajoute à cette consommation de l'investissement. C'est-à-dire qu'on passe ici sur la courbe et on a un nouvel équilibre de plein emploi, pardon, mais qui est encore une fois inférieur au revenu de plein emploi. Donc, cette fois-ci, il faut absolument que l'État intervienne pour ajouter G et donc atteindre ce revenu d'équilibre de plein emploi. Maintenant, établissons les écarts déflationnistes et inflationnistes. Donc, premièrement, on va parler de l'écart déflationniste. Donc, on se place sur la courbe jaune. On voit que on a une demande qui est bien inférieure à la demande nécessaire pour atteindre l'équilibre de plein emploi. On a donc une demande effective inférieure à la demande des primes nécessaires, ou alors un revenu de plein emploi qui est supérieur à notre revenu d'équilibre, et donc une offre qui est supérieure à notre demande. Cette situation ne fait qu'entraîner des faillites, des écoulements de marché, etc., puisque notre demande est bien inférieure à notre offre. On peut établir l'équation suivante. L'écart déflationniste est égal au revenu offert de plein emploi moins le revenu demandé de plein emploi. Maintenant, si on se place dans la situation inverse, donc la courbe verte, c'est notre nouvelle demande effective, la demande qui a lieu aujourd'hui. On voit que cette demande effective est bien supérieure à notre demande nécessaire pour atteindre l'équilibre de plein emploi. On a donc une demande seconde, des secondes, qui est supérieure à la demande prime nécessaire. Cela veut aussi dire que notre revenu de plein emploi est inférieur à notre équilibre, notre revenu d'équilibre global. Donc on a aussi une offre qui est bien inférieure à notre demande. Ainsi, la hausse de la demande ne va faire qu'entraîner de l'inflation. Le but va être de réduire la demande pour atteindre l'équilibre de plein emploi. Donc, l'État, en fait, de manière générale, va avoir deux techniques pour chercher à atteindre cet équilibre de plein emploi. Soit elle va jouer sur les dépenses publiques, donc le G, soit elle va jouer sur les taxes. Et donc notre objectif maintenant, ça va être de savoir qu'est-ce qui est le plus efficace entre réduire des taxes ou augmenter des dépenses publiques. Donc, l'incidence d'une politique de dépenses publiques. On a un nouveau revenu d'équilibre qui est obtenu en remplaçant notre G0 par une variation de G0. Donc on a G0 qui devient G0 plus la variation de G0.
On peut donc établir le multiplicateur de dépenses publiques, variation du revenu ou de la production, qui est égal à 1 sur 1 moins C, fois la variation de G0, donc des dépenses publiques. Cela nous donne une nouvelle situation. On se place sur la courbe de la demande D, qui est noire ici. Donc on a un revenu d'équilibre. Si on veut augmenter notre demande, donc passer d'ici à ici, on va faire plus variation de G. Donc ici, ça va nous faire plus variation de Y. Et donc on aura une expansion puisque ça va augmenter la croissance économique. À l'inverse, si on se place ici et qu'on veut atteindre ce point-là, on va devoir diminuer de la variation de G0 et donc cela entraîne une contraction de l'économie moins la variation de Y. Voyons maintenant l'incidence d'une politique fiscale. Donc maintenant, on a notre YD qui est égal à Y moins T0. On a donc Y qui est égal à C0 moins C fois T0 plus I0 plus G0 sur 1 moins C. Donc notre nouveau revenu d'équilibre, quand les taxes varient, c'est T0 qui devient T0 plus la variation de T0. On peut établir le multiplicateur fiscal en faisant varier notre nouveau revenu Y' moins Y, qui est de variation de Y est égal à moins C, puisqu'on avait un moins C ici au-dessus, sur 1 moins C fois la variation de T0, donc notre taxe. Sauf que ça, c'est pas très juste, puisque on dit qu'en fait, il y a un montant de taxe qui va être le même pour tout le monde. Donc, qu'on gagne 1000 euros ou qu'on gagne 30 euros, tout le monde va payer ce même montant de taxe. Donc, pour être sûr que c'est juste, on va introduire les prélèvements obligatoires endogènes. Donc, notre taxe de base va devenir un pourcentage de notre revenu. Petit t de notre revenu. Donc, on a un y qui est égal à C0, C0 plus I0 plus G sur 1 moins C facteur de 1 moins T. Cela signifie donc que notre multiplicateur de taxe endogène, c'est 1 moins C facteur de 1 moins T. Et notre multiplicateur qui était fiscal ici, c'était moins C sur 1 moins C. Rappelons que notre multiplicateur de dépenses publiques était de 1 sur 1 moins C. Donc si on le compare aux deux multiplicateurs fiscaux, on a moins C sur 1 moins C. Donc rien qu'avec les taxes de base, on a une politique de dépenses publiques qui est plus efficace que une politique fiscale, puisque ici on a un moins C au numérateur qui n'existait pas avant. Et encore une fois, si on compare avec les taxes endogènes, on se retrouve avec un multiplicateur de taxes endogènes qui est aussi inférieur au multiplicateur de dépenses publiques. Donc on peut conclure ce chapitre en disant qu'on est moins efficace en réduisant les impôts qu'en augmentant les dépenses. C'est pourquoi, en fait, tous les pays ont une dette publique qui est énorme. Puisque quand on veut relancer l'économie et augmenter la demande, on va augmenter nos dépenses publiques plutôt que réduire les taxes. Donc, on a fini ce chapitre 1 et normalement, j'espère que vous avez tout compris. Si jamais vous avez d'autres questions concernant ce chapitre ou sur le chapitre 1 ou sur n'importe quel autre chapitre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Donc ça, c'est mon compte. Et je vous répondrai le plus vite possible. Aussi, j'ai mon compte, on a un groupe sur Instagram de macroéconomie. Donc si vous voulez participer à des cours que je fais en amphithéâtre, etc., n'hésitez pas aussi à me le dire par message et je vous ajouterai au groupe. Voilà, bisous bisous!